Alors, quelle est votre opinion sur la récente déclaration de David Cameron qui dit que la Banque centrale européenne devrait jouer un rôle plus actif dans la reprise économique? Je vous avoue que je n'ai pas lu ce qu'a dit M. Cameron. Je dirais simplement que, en étant la gardienne de la stabilité des prix, qui est elle-même une condition de la croissance durable et de la stabilité financière, la Banque centrale européenne, je crois, fait un très bon travail pour créer les conditions de la croissance et de la création d'emplois durables. C'est évidemment une responsabilité très importante qu'elle a, je crois, très bien assurée, particulièrement dans cette période de crise que nous connaissons depuis maintenant 5 ans. Et sur la création d'emplois durables, je voudrais rappeler quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, à mon avis, c'est que lorsque je regarde le nombre d'emplois créés dans la zone euro, depuis la création de l'euro, le 1er janvier 1999, jusqu'à la fin de l'année dernière, donc les 13 premières années, nous avons créé 14,5 millions d'emplois nets. C'est manifestement trop peu parce que nous devrions avoir plus d'emplois et lutter encore plus hardiment contre le sous-emploi et le chômage. Mais quand je compare avec la grande économie comparable que sont les États-Unis d'Amérique, j'ai alors là 8,5 millions d'emplois créés. 14,5 millions de ce côté-ci de l'Atlantique, dans la zone euro, 8,5 millions de l'autre côté. Ça veut dire que tous les pays avancés ont en ce moment des problèmes sérieux de création d'emplois et de croissance. Mais comme vous le voyez, l'euro et la zone euro ne nous situent pas de manière défavorable au sein de l'ensemble des pays avancés. Je note cela en passant. Oui. Mais à la naissance de l'euro, vous êtes sûrement le protagoniste de ça. Vous avez pensé qu'il était besoin d'une unité politique plus forte pour tous les problèmes similaires à ceux du présent? Je dois dire que tous ceux qui ont négocié le traité, discuté de l'union économique et monétaire, pensaient que le pacte de stabilité et de croissance était le noyau central d'une véritable union politique qui était appelée à devenir de plus en plus importante. Comme vous le savez, il y a eu des problèmes en réalité d'application du pacte de stabilité et de croissance. On a eu une période très difficile pendant laquelle plusieurs grands pays en Europe se sont opposés à l'application du pacte de stabilité et de croissance, qui était la manière que nous avions de suivre et de contrôler finalement les politiques budgétaires de chacun des pays membres, parce que nous n'avions pas et nous n'avons pas de fédération politique achevée. Et donc, à partir du moment où on avait une monnaie unique, il était nécessaire de suivre de très très près les politiques budgétaires. Donc ça n'a pas bien marché. L'esprit, disons, du pacte de stabilité et de croissance n'a pas été respecté. Et de ce point de vue-là, la crise de l'ensemble des pays avancés nous a conduit à voir à quel point il était important d'améliorer la gouvernance au sein de la zone euro. La crise de la Grèce et certains choix de l'économie allemande peut laisser penser qu'il est possible d'avoir encore une fois la renaissance de l'État-nation? Non, je crois qu'au contraire, ce que nous observons dans la période présente montre à quel point il y a un besoin de renforcement de l'Union, et de renforcement de l'Union en particulier dans les domaines de gouvernance économique que sont les politiques budgétaires, les politiques de compétitivité, le suivi des indicateurs de compétitivité, le suivi très attentif et le contrôle des déséquilibres au sein même de la zone euro. Donc la grande leçon de la crise, c'est, comme je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises, qu'il faut faire un quantum leap, un grand saut qualitatif dans la direction d'une meilleure gouvernance économique et budgétaire au sein de la zone euro. Dernière question. Vous êtes dans la maison de la culture italienne. Vous pensez que la culture peut jouer un rôle important dans cette intégration?
Je crois que nous sommes tous Européens, beaucoup plus unis par la culture que nous ne le réalisons nous-mêmes, parce que chacune de nos cultures est forte. Quand je suis en Italie, j'ai Dante Alighieri au-dessus de moi. Quand je suis en Allemagne, c'est Goethe. Quand je suis en Angleterre, c'est Shakespeare. Et en France, disons que c'est Molière, Racine et Corneille qui sont au-dessus de moi. Et donc, nous avons des cultures très fortes. Mais dès que nous quittons le continent européen, nous voyons alors à quel point nous sommes unis culturellement. Nous sommes très proches. Et nos cultures sont très complémentaires. Donc oui, je crois que l'Union européenne, c'est beaucoup plus évidemment qu'une simple union économique et monétaire. C'est beaucoup plus d'ailleurs qu'une simple union commerciale. C'est aussi une union culturelle, le partage en commun de valeurs que nous partageons tous. Et puis c'est évidemment l'union d'un continent entier dans un monde qui se transforme extrêmement rapidement. Quand nous avons créé l'Union européenne, finalement il n'y avait que les États-Unis d'Amérique comme grand ensemble, disons, équivalent à celui que nous voulions faire. Mais aujourd'hui on a la Chine, on a l'Inde, on a le Brésil, on a la Russie qui elle-même s'est convertie à l'économie de marché. Et on a demain ou après-demain encore beaucoup d'autres pays émergents. Donc l'Union européenne, je crois, l'union des Européens est plus nécessaire que jamais. Merci, monsieur. Merci beaucoup.